Bienvenue, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue pour ce webinaire consacré à l'intelligence artificielle en entreprise. On va laisser gentiment tout le monde entrer dans le webinaire. On va attendre quelques petites minutes. Alors... Juste le temps que tout le monde vienne gentiment. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a du grand soleil chez soi. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Donc, aujourd'hui, il est midi 2. On va commencer gentiment ce webinaire. Donc, merci d'être venus à tous et à toutes sur votre pause de midi. Donc, avant de commencer, je vous propose qu'on teste un peu le chat et que pendant que tout le monde arrive, tout le monde se prépare, de répondre à une petite question. Déjà, est-ce que vous utilisez déjà l'intelligence artificielle au quotidien, que ce soit dans votre vie privée ou en entreprise? Je vous laisse répondre. Et puis, on va regarder ça. Donc, le temps d'ouvrir le chat. Donc, n'hésitez pas à répondre à ma petite première question. Voilà, hop, parfait. Alors, donc, est-ce que vous utilisez déjà les outils d'intelligence artificielle? Oui, dans les deux cas, merci Henri. Alors oui, au quotidien, évidemment, hein, depuis le temps que ces outils sont maintenant là, ça fait partie un peu de notre vie, que ce soit pour rédiger des textes. Là, Myriam nous dit pour rédiger des textes. On l'utilise pour beaucoup de formes, que ce soit privé et maintenant en entreprise. Pour ma part, j'utilise également pour rédiger des textes. C'est une extension de mon cerveau parfois pour analyser des données, des textes, des résumés, etc. Donc, ça devient de plus en plus important comme outil. Donc, je vous remercie déjà pour vos retours nombreux. Je rappelle que dans ce chat, vous pourrez aussi vous poser vos questions pour la suite, pour la fin. Donc, je vais commencer. Hop. Donc ça, on y a répondu. Vous pouvez continuer à y répondre, hein, évidemment. Je vais vous présenter en quelques mots JobWatch. Nous sommes une entreprise qui est basée près d'Yverdon. Donc, on existe depuis près de 20 ans. On est une plateforme spécialisée dans l'emploi, les compétences et la formation, surtout avec un ancrage fort dans le monde de l'horlogerie, de la microtechnique, de l'industrie et de la sous-traitance. Sur jobwatch.ch, tous les candidats peuvent trouver des offres d'emploi. Vous pouvez trouver dans de nombreux domaines: production, qualité, R&D, informatique, marketing, vente. Évidemment, les métiers liés à l'horlogerie au sens large et aussi bien d'autres. On travaille aujourd'hui avec plus de 50 000 candidats qui sont inscrits sur JobWatch. L'inscription est totalement gratuite, donc je vous invite évidemment plus tard à vous inscrire sur jobwatch.ch si ce n'est pas déjà le cas. Et ça permettra à vous de rejoindre cette grande famille qui est JobWatch. Donc c'est une grande communauté avec énormément de choses qui s'y passent. On travaille avec de nombreuses entreprises, des PME spécialisées, avec les grandes maisons horlogères également. Le but pour nous, c'est de vraiment se faire rencontrer les candidats en recherche d'emploi ou de formation professionnelle, les entreprises et tous les acteurs en fait de ce terrain-là. Donc actuellement, nous avons 209 offres d'emploi. Donc ça, c'était la vue que j'ai vue hier. Donc ça peut être déjà changé aujourd'hui. Et puis, je vais passer à la slide suivante.
nous avons ouvert il y a déjà quelques temps, plus d'une année, une année et demie, une plateforme de formation, donc avec énormément de formations sous toute forme, donc des formations reconnues, des brevets fédéraux, modules courts, des accompagnements, des coachings, etc. Donc avec des organismes de formation reconnus en Suisse, dont l'ARIAC, avec lesquels nous faisons ce webinaire aujourd'hui. Donc vous pourrez évidemment retrouver leur formation en ligne sur jobwatch.ch. Voilà. JobWatch est aussi une communauté très active sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram par exemple. Je vous invite vraiment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On y partage beaucoup d'actualités sur l'horlogerie, l'industrie actuellement en Suisse. On participe également à de grands rendez-vous du secteur comme Watches and Wonders, le PHJ où on sera présent, ainsi que l'ARIAC. On sera présent pour le vendredi 19 juin pour la journée de l'emploi, donc je vous invite à venir nous rencontrer. On organise évidemment, comme vous l'aurez compris, des webinaires comme celui-ci tout au long de l'année sur différentes thématiques. Et également sur avec des grands noms de l'horlogerie. Donc sur notre chaîne YouTube, vous pourrez aussi retrouver des interviews, par exemple Jean-Claude Biver, Monsieur Benamias, tous ces grands noms, ces CIO de l'horlogerie. Donc, petite information pratique avant de commencer. Le webinaire est enregistré. Vous pourrez le recevoir, donc le replay, dès la semaine prochaine sur votre email. Donc ça sera pratique pour voir et revoir le webinaire. J'y mettrai également tous les liens dont on parlera, et peut-être même la présentation, etc. N'hésitez surtout pas à poser vos questions durant le webinaire sur le chat. On les prendra sur la fin, comme ça on y répondra tout bien. Yann pourra vous répondre. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'on parlera également d'un workshop qui aura lieu le mois prochain à Yverdon-les-Bains, toujours en partenariat avec l'ARIAC autour de l'intelligence artificielle. Donc ça devrait vous plaire et voilà. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Yann Rohrbach, donc formateur et consultant en intelligence artificielle. Yann, du coup, je te Oui, laisse la parole. merci beaucoup Valérie. Et tu me laisses l'écran aussi, c'est ça qui est bien. Oui, 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 je peux te laisser l'écran. Normalement, tu peux partager ton écran si tout va bien. Voilà, Si la technique magnifique. nous lâche pas. Normalement, s'il n'y a pas de problème technique, c'est qu'il y a un problème. Alors, Voilà, c'est bon comme bonjour ça. tout le monde. Donc, je m'appelle Yann Rohrbach, je suis ingénieur en informatique de gestion. Je me suis perfectionné en intelligence artificielle en 2023. Et puis, je suis formateur consultant en IA, notamment chez Ariac, où nous lançons maintenant gentiment des formations en IA. Et c'est un petit peu, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Euh, En fait, aujourd'hui, mon idée, c'est de parler un peu de la base, tout ça, parce que je ne savais pas trop le niveau de chacun, mais ça peut vous faire comprendre des choses, mais aussi vous montrer un peu plus de, peut-être des exemples un peu concrets de pourquoi souvent les gens l'utilisent. Moi, je le vois en formation dans le côté loisir, puis qu'est-ce que je peux faire au niveau du professionnel, puis des fois, on a un peu peur avec la protection de données. Évidemment, il n'y a pas une journée de formation qu'on peut faire, mais c'est plus pour vous donner un petit peu des pistes de qu'est-ce qu'est l'IA, de comprendre un petit peu ce que vous pouvez faire avec, et puis un petit peu vous ouvrir les chakras, comme je dis. Donc, pourquoi tout le monde parle de l'IA? En fait, il faut savoir qu'en 2022, quand ChatGPT est sorti, vous voyez ici, c'est un graphique qui montre bien l'évolution, le temps qu'il faut pour que 100 millions de personnes utilisent une solution, un outil. Donc, vous voyez un petit peu, vous connaissez les logos, votre Netflix, Airbnb, Facebook et autres, WhatsApp, TikTok. Ça a pris pas mal de temps pour qu'il y ait 100 millions d'utilisateurs et l'IA, ça allait très, très vite. Et ça va de plus en plus vite. Aujourd'hui, par exemple, ChatGPT, on est à 900 millions de personnes actives tous les jours avec 50 millions d'abonnés. Donc, c'est énorme. Donc, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de l'IA.
comme vous l'avez bien vu, tout le monde l'utilise un petit peu plus dans son quotidien. C'est une technologie comme toutes les autres qui avance. Ici, ce que je vais vous montrer avec cette diaporama, c'est que nous, quand on accompagne des entreprises, on fait des petits sondages de qui l'utilisent déjà. Et puis, ben, vous voyez, sur 560 employés depuis les premiers mois de l'année, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent. Il n'y a plus que 13% quelque part qui n'utilisent pas l'IA. Et puis, ben, ça, si vous êtes patron d'entreprise, c'est un petit peu une problématique. Faire très rapide, quand vous voulez déployer un logiciel, ben, il part, vous choisissez de mettre un logiciel en place, et puis après vous l'achetez, puis après vous le déployez depuis en haut, puis vous escaladez vers vos collaborateurs, vous formez vos collaborateurs, vous déployez l'outil. Là, la problématique pour les chefs d'entreprise, c'est que les IA rentrent par le bas, par les employés, par les collaborateurs. Et puis pour mettre une gouvernance par-dessus ça, c'est assez compliqué parce que l'IA est déjà partout dans les entreprises. Bon, puis il y a des techniques, il y a des façons de faire. Ici, je voulais vous montrer que l'évolution, elle est exponentielle, incroyable. Ça, c'est, vous voyez, ça, c'est du chat GPT. Il y a des outils bien plus spécifiques pour faire l'image, mais on voit bien qu'en 2023, c'était très bande dessinée, un petit peu comme ça. En 2025, c'est devenu un peu plus réaliste. Il y a un peu moins de fake parce que des fois, on voyait des défauts, des gens avec 6 doigts ou quelque chose comme ça, là, et c'est beaucoup mieux. Puis maintenant, on peut gentiment donner notre photo et faire des choses assez vite, de très bonne qualité. Et en plus, ça me ressemble, ça m'a pas trop déformé. Si, au mieux, donc ça va. L'IA au travail, de quoi parle-t-on? Là, je voudrais juste quand même recentrer un petit peu ce que c'est l'IA, parce que l'IA, elle existe, le mot, vous voyez, je veux pas aller dans les détails, je vous rassure, le but c'est de survoler hein, aujourd'hui l'intelligence artificielle, mais c'est un mot qui existe depuis 1956. Beaucoup de gens pensent que l'IA est née en 2023 avec ChatGPT, en 2022, mais en fait, c'est des algorithmes, c'est une branche de l'informatique qui utilise des algorithmes mathématiques, etc., pour essayer de s'inspirer le plus de l'intelligence humaine. Et puis en 1950, il y avait vraiment tout ce côté de ce qu'on appelle le machine learning. C'est un petit peu, ben, vous voyez, quand vous allez dans Netflix, quand vous regardez des films, tout ça, il y a des algorithmes à l'arrière qui calculent, qui comprennent ce que vous aimez comme style de film. Et puis ça va vous proposer des films que vous aimez bien, etc. Vous voyez le e-robot qui passe au sol, qui nettoie le sol, qui passe tout seul, ben, il va apprendre de lui-même les chemins qu'il doit prendre. C'est qu'il y a des obstacles, il faut les éviter. Puis là derrière, c'est des IA, des algorithmes mathématiques qui fonctionnent. Et puis ça, pour simplifier, moi j'appelle ça de l'IA engineering. Et puis ben, c'est les informaticiens qui font du code, qui programment des IA, souvent en bac. Ça veut dire que nous, on voit pas du tout comment ça fonctionne. Et puis on sait même pas qu'il y a de l'IA forcément dedans. On voit juste des résultats. Et puis, le grand changement qu'il y a eu avec un petit peu cette IA générative en 2022-23 avec la sortie de ChatGPT, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que lui, eh ben, c'est que tout le monde peut communiquer avec l'intelligence artificielle sans avoir des notions d'informaticien, d'ingénieur en informatique. Et puis, tout le monde peut communiquer avec l'IA et avoir des résultats. Et puis là, ben, c'est tellement facile maintenant de prendre son téléphone, puis poser des questions, puis avoir des résultats, que tout le monde a l'accès à cette intelligence artificielle. Et c'est ça qui a fait le gros boom, que ben, tout le monde l'utilise. Et tout le monde peut l'utiliser de plus en plus. Ça devient une technologie comme tous les jours, gentiment. Ça va le devenir, en tout cas. En entreprise, il y a 3 façons un petit peu d'intégrer l'IA. Nous, quand on accompagne les entreprises, il y a la façon d'utiliser un outil existant comme ChatGPT, Microsoft Copilot, Claude ou autre. Il y en a plein. Puis là, ça, c'est facile. C'est web, hein, comme on appelle ça. C'est sur votre web. Vous vous connectez via Internet. Puis vous avez l'accès. Après, des fois, on travaille sur un processus. Et puis, on peut automatiser et ajouter de l'IA à l'intérieur. Par exemple, nous, on a fait une solution pour de la prise de PV. Vous pouvez enregistrer la conversation, puis ça vous génère le PV. On a fait une solution qui est protégée au niveau de la confidentialité de données, puis le respect de la LPD. On a aussi fait pour un institut dans la logopédie. Ils font des rapports, ils ont 300, 400 heures de rapports à faire par semaine. Là, on a aussi fait, on a pris le processus, puis maintenant les psychologues, ils peuvent faire le rapport vocalement, puis ça génère un texte
Le texte, il passe dans un prompt, une instruction, comme si c'est un spécialiste en logopédie. Puis après, ça fait un format qui est défini. Puis après, on peut découper les champs du format pour les mettre dans le template du content. Donc là, il gagne à peu près 300 heures par semaine grâce à ça. Puis, ce qui se fait aussi, c'est qu'on prend la base de données, les datas d'une entreprise, et on peut mettre de l'IA dessus. Ça, c'est des projets évidemment un peu plus avancés, un peu plus coûteux. Mais c'est bien de décortiquer ça parce que souvent, quand on voit des gens en entreprise, quand on dit qu'est-ce qu'on devrait faire avec l'IA, ben, ils voudraient faire soit le deuxième, soit le troisième. Évidemment, c'est des coûts plus élevés. Pour faire assez simple, la première solution, c'est des milliers de francs. La deuxième solution, c'est des dizaines de milliers de francs. Et puis la dernière, c'est entre 60 000 et les plus de 100 000 francs, quoi. Donc, voyez-nous, quand on a une boîte, on a une entreprise, on dit tout de suite, qu'est-ce que vous voulez mettre des milliers, des 100 000, puis on arrive un petit peu après savoir où on va les mettre de l'IA à l'intérieur. L'IA, c'est un petit peu comme les médecins, il y a des généralistes, je pense que vous en connaissez certains de ceux-là, hein, c'est la palette. Ce qui dit généraliste, ça veut dire qu'ils peuvent faire beaucoup de choses, mais ils peuvent pas forcément aller jusqu'au bout du truc. Je vous donne un exemple. ChatGPT, on dit que c'est le plus polyvalent. Si vous voulez traduire du texte pour comprendre un texte, ça va être très bien. Si vous devez traduire du texte pour faire des brochures marketing, il va être limité. Il va faire le job peut-être à 80, 90%. Donc, selon la qualité de vos besoins, il faudra aller chercher des IA qui sont spécialisées. Par exemple, là, pour la traduction, il y a DeepL, c'est un logiciel, mais qui a maintenant mis de l'IA à l'intérieur qui se rapproche de la traduction assez parfaite. Donc, c'est pour ça qu'il faut être conscient de ça, parce qu'on peut pas tout faire avec l'IA généraliste. ChatGPT fait beaucoup de choses, mais elle a aussi des limites. Je vais vous expliquer maintenant un petit peu les pièges qu'il faut faire attention. Gemini, c'est Google. Mistral IA, c'est le seul un peu européen, donc c'est français. Perplexity était très fort pour la recherche du web. Claude, qui on entend de plus en plus parler, ben, elle est très bon pour les analyses du code. Copilot Microsoft, on en a aussi beaucoup parlé dans le monde public. Euh, si vous avez la licence, je vais vous montrer un exemple après, c'est intéressant parce qu'il est inclus dans vos outils Office, donc ça peut être intéressant d'avoir une licence. Meta, Grok, DeepSeek, c'est asiatique, puis je vous ai mis Euria, c'est Infomaniac qui a sorti Euria, une IA suisse. Toutes ces IA, vous avez évidemment la possibilité de faire un code gratuit. Les codes gratuits, vous pouvez vous connecter, etc. Les codes gratuits, vous êtes évidemment limité parce que chaque fois que vous demandez une instruction à une IA, ben, ça génère des tokens, on va dire, c'est comme des crédits. Puis à un moment donné, vous êtes limité parce que sinon, ça vous coûte trop cher, hein, à toutes ces sociétés. Donc, Euria, par exemple, si vous voulez tester, vous pouvez aussi faire un code gratuit, puis tester, etc. C'est une IA suisse. Ça veut dire qu'en termes de protection de données, c'est un peu plus garanti. Et puis, en plus, avec la chaleur qui est dégagée en utilisant tout ça, ben, il chauffe des appartements à Genève. Donc, c'est assez cool, quoi. Je vais pas trop dans le détail, hein, je survole parce qu'évidemment, je vous respecte le temps. Les limites à connaître, là, je vous donne juste un exemple, comment ça fonctionne. Si vous prenez une IA, que ce soit ChatGPT ou autre, il y a toujours une interface, vous voyez. Puis à droite, il y a comme on appelle ça le LLM. Pour imager, on va dire que c'est une bibliothèque avec des données à l'intérieur. Puis vous ferez le test. Une fois, vous demanderez à l'outil que vous utilisez, que ce soit Microsoft, Gemini, ChatGPT, quelle est la date de ta dernière mise à jour de ta base de connaissances. Puis ChatGPT, par exemple, c'est octobre 2025. Donc, ça veut dire que ben, dans cette bibliothèque, il n'y a pas des informations sur les données un peu plus tardives que 2025. Donc, quand vous vous posez la question, c'est un peu comme si vous envoyez un petit stagiaire à gauche dans cette bibliothèque, puis il va aller chercher des informations, puis lui, il va toujours se baser sur une probabilité qu'il va faire sur qu'est-ce qu'il va trouver dans cette bibliothèque. Et puis, vous voyez, s'il voit à droite, ben, 94%, ce qui est le plus visible dans la bibliothèque, c'est bleu, il va vous répondre bleu. Si maintenant, je prends un exemple, hein, c'est un exemple parce que si vous faites le test, maintenant, ça fonctionne un peu autrement, mais c'est pour qu'on comprenne bien ici. Si vous dites quelle est la capitale du Canada, la probabilité qu'il sort selon ce qu'il y a dans la bibliothèque, parce que ces bibliothèques, je vous ai pas dit, mais chaque IA, ben, la bibliothèque est différente.
le contenu qui est à l'intérieur peut être différent et puis la taille est différente, donc ça peut varier. Mais en général, le noyau, la base, c'est la même. Si la probabilité, elle vous dit 45%, c'est Toronto, 40% c'est Ottawa, 15% Montréal, il va vous répondre, la capitale du Canada, c'est Toronto, alors que la capitale du Canada, c'est Ottawa. Vous voyez ici en haut, à gauche, c'est ce qu'on appelle des hallucinations, où des fois les gens, ils nous disent, ouais, mais l'IA, elle me ment, elle me raconte n'importe quoi. Donc ça, c'est important de le savoir, parce qu'il faut quand même avoir un esprit critique, puis de quand même un peu contrôler ce que l'IA nous raconte, notamment si on fait des recherches dans le travail, si vous faites des recherches au niveau juridique, des normes, etc. Soyez prudents avec ça, parce que ben, des fois, ben, la probabilité, elle peut être à côté de la réalité. Ici, un exemple qui parle, hein, moi, je dis toujours utiliser l'IA intelligemment. Faites une photo d'un champignon, vous lui demandez ce qu'il est comestible. Et puis après, vous dites, oh, je me sens pas bien. Puis il vous dit, ouais, vous avez raison, ce champignon était toxique, je suis désolé pour la confusion. Puis vu que c'est pas un humain, il va vous dire, mais est-ce que vous voulez en savoir plus sur les champignons toxiques? J'aime bien cet exemple parce qu'il est assez parlant de soyez prudent de pas faire une confiance aveugle à l'IA. Donc on dit toujours 80% un petit peu pour faire des ébauches. Si vous faites des tâches pour le travail, faites une ébauche et 20% vous contrôlez quand même, vous mettez un petit peu votre touche finale et ça peut être intéressant. La confidentialité de données, c'est un sujet assez complexe, donc je vais aller très vite dessus. C'est important que vous sachiez vos outils, de quelle nationalité ils sont et les données où elles partent. Donc, si savoir si c'est suisse, européen ou américain. Ensuite, il y a tout ce qui est la loi de la protection de données, la LPD suisse, le RGPD qui est le règlement européen par rapport à la protection des données. Il y a pas mal de choses qui est dit. Pour simplifier la chose, ce qu'il faut vous dire, c'est que si c'est des outils américains, par exemple, ben vous devez anonymiser tout ce que vous mettez à l'intérieur. Donc, ChatGPT, Claude, tout ça, il faut anonymiser. Il y a certaines garanties si vous prenez des abonnements, mais quand même en termes de LPD, pour être le plus souverain possible, puis respecter la LPD, euh, c'est mieux de rien mettre en termes de données dedans. Je fais une parenthèse, ouais, j'en parle après. Euh, je parlerai après de Microsoft parce qu'il y a quand même une zone grise. Enfin, il y a pas une zone grise, il y a une confusion chez les utilisateurs et beaucoup d'entreprises. Chez nous, 10 entreprises qu'on accompagne, les 10 entreprises, il y a d'énormes confusions à ce niveau-là. J'en parle juste après. Évidemment, tout ce qui est confidentiel, tout ce qui est données très, très sensibles, contrats, données, clients bancaires, dossiers médicaux, etc. Soyez prudents avec ce genre de données. Normalement, avec la LPD, les sociétés ont dû mettre des niveaux, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, en termes de données. Ils ont dû mettre des règlements à l'interne de ce que les employés peuvent faire. Mais nous, quand on arrive en entreprise, on voit qu'il y a 9 entreprises sur 10 qui ont bien fait de tout ça. Et puis, pour vous dire, la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'étais au centre patronal à Bulle. Ils ont eu, une participante avait eu un audit. Et puis, elle expliquait que, ben, en termes de LPD, ils étaient pas dans le clou avec tout ce qui était IA et autres et classification de données. Donc, ils ont pris un petit carton, jaune qui était presque orangé. Donc, ils commencent à avoir des contrôles autour de ça. Donc, si vous êtes patron d'entreprise, n'attendez pas à mettre cette gouvernance en place. On fait de plus en plus d'accompagnement d'entreprise parce que c'est assez complexe, puis il faut avoir cette vue globale, et puis c'est important de le faire. Copilote, ce que je voulais vous parler d'une chose, c'est que tout le monde, enfin beaucoup de monde, ont une confusion entre copilote chat et copilote avec la licence. Et puis, parce qu'il y a ce bouclier, alors ils disent, ouais, c'est bon, mais copilote, quand vous avez une licence Microsoft Office 365, vous avez un accès copilote à l'intérieur. C'est copilote chat web, comme vous voulez l'appeler. Ça veut dire que c'est comme si vous êtes sur ChatGPT sur le web. La seule différence avec ChatGPT, c'est que Microsoft donne un peu plus de garantie en termes de qu'ils n'utilisent pas les données pour améliorer l'outil. Et puis, ben, les données sont sauvées sur des serveurs Microsoft.
donc qui sont un petit peu quand même un peu plus fiables. ChatGPT, au début, ils ont un peu fait n'importe quoi, puis ils payent un petit peu les pots cassés de leur début. Mais ça veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi. Ça veut dire que si vous avez copilote, chat sans licence copilote, vous devez anonymiser les données. Puis beaucoup d'entreprises, ils pensent parce qu'ils ont Microsoft Copilot qu'ils peuvent tout mettre dedans. Et puis ça, c'est une grave erreur parce que vous n'êtes pas souverain et puis vous respectez pas la LPD avec ça. Avec une licence Copilot, les informaticiens, ils peuvent mettre des traces, de la traçabilité. On peut contrôler ce que les employés font. On peut mettre des droits d'accès, des choses comme ça sur les données d'entreprise, etc. Et là, on est un peu plus souverain en termes de LPD et autres. Mais soyez prudents avec ça. Je vais vous montrer après comment on peut voir si on a la licence ou pas. Donc, si on doit anonymiser, ben, encore une fois, il faut se poser la question, est-ce que j'anonymise ou par exemple, si vous avez des CV à lire, est-ce que j'anonymise mes 20 CV ou est-ce que je relis en diagonale mes 20 CV? Parce que des fois, on veut utiliser l'IA, puis on fait beaucoup plus de temps à utiliser l'IA. Pour commencer, ce qu'on peut faire, qui est très bien, quand on n'a pas trop l'habitude, puis on commence, c'est de faire un peu 3 colonnes. La première, vous mettez tout ce que vous aimez pas faire. Mais arrêtez-vous pas à l'informatique ou à l'IA parce que ça vous bloque. Souvent, quand je fais des formations, là, ce qui sort, c'est aussi faire des listes de courses, ou faire les courses, etc. Puis avec l'IA, bon, on peut se faire des listes de courses. On peut trouver dans quel magasin il y a les actions. On peut faire plein de choses. Donc, listez tout ce que vous aimez pas faire. Bon, il y a aussi le ménage et puis tout le gazon, mais c'est bien de lister parce que c'est bien de ne pas se mettre de barrières. Au milieu, c'est qu'est-ce que on aime faire, mais qu'on prend beaucoup de temps, qu'on aimerait faire plus vite. Là, c'est souvent les PowerPoint qui sortent. À gauche, j'ai pas dit, mais c'est souvent les PV. Au centre, c'est souvent les PowerPoint qui sortent. Et puis les emails. Puis à droite, la troisième colonne, c'est qu'est-ce que vous faites souvent, qu'est-ce qui est récurrent. Et puis là, ben, c'est évidemment les emails qui sortent le plus. Qu'est-ce qu'on fait souvent? C'est des mails ou des rapports de statistiques hebdomadaires. Puis ça vous aide à mettre un peu plein de tâches, puis vous dire, tiens, je vais essayer de faire ça avec l'IA. Et puis, ça vous donne des pistes. Et puis, au fur et à mesure de rajouter, de faire une tâche ou que vous prenez l'habitude de la faire avec l'IA, bah, plus vous allez en rajouter, etc. Puis vous allez voir que finalement, vous allez l'utiliser de plus en plus. La communication, ça s'appelle un prompt. Je vais pas vous apprendre à faire des prompts maintenant, mais ce qu'il faut savoir, ça, c'est un peu même en technique, qui fait quoi, pourquoi, comment, sous quelles contraintes. Imaginez que la carte de droite, c'est ce qui rentre à l'intérieur de l'IA quand vous faites une instruction. Et si vous mettez que des tâches et des actions, ce que 98% des utilisateurs aujourd'hui font, eh ben, les autres critères, il interprète puis il fait comme il pense. Alors, vu que les versions, elles s'améliorent, ben, il interprète de mieux en mieux. Mais si vous voulez, dans le professionnel, avoir des réponses de plus en plus efficaces et moins perdre de temps, parce que souvent, vous devez faire des allers-retours, etc., ben, il faudrait prendre l'habitude de mettre tout ça dans votre demande. Encore une fois, si vous mettez que, par exemple, la tâche et l'action, ce que beaucoup de gens font, si ce n'est la majorité des gens, ben, ici, il interprète. Je vous montre des exemples après. On peut faire énormément de choses, hein. Donc, je vous en ai parlé. Et maintenant, ce que je voudrais vous faire, c'est montrer un peu plus de concret. Donc, ici, si par exemple, je lui dis, vous voyez, c'est pas suivant. Voilà. Vous voyez ici, c'est un prompt un petit peu, il est pas très long, mais il y a déjà pas mal, il est structuré avec le contexte, le rôle, la tâche, les contraintes, le format. Ça, c'est pour un post en LinkedIn. Et on va vous faire le post en LinkedIn. J'espère pas que mon Wi-Fi bug, là, ça va. Voyez, vous faites déjà quelque chose d'assez sympa, puis vous pouvez toujours le toucher, etc. ChatGPT ici que j'utilise pour cet exemple, vous voyez, il a un peu cette maladie de mettre des émoticônes tout partout. Donc sur LinkedIn, moi je rigole toujours parce que bah, tous ceux qui ont des émoticônes comme ça, on voit qu'ils ont fait avec LinkedIn, avec l'IA. Moi, je conseille toujours de peut-être modifier un petit peu, puis d'en mettre un peu moins, mais ça appartient à chacun. Je voulais vous montrer aussi, par exemple, ici,
On peut attacher des fichiers, hein, pour ceux qui connaissent pas trop. Donc, j'ai vu que vous connaissiez un peu plus que ce que je pensais, mais ici, par exemple, si je mets un document en allemand, puis je lui donne une structure assez sympa, un petit prompt comme ça, de analyser le document en allemand et de me le résumer en français. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Eh ben, il vous fait le résumé, etc. Soyez prudent avec ce genre de choses. Les fichiers, il y a des limites. Donc, selon les versions que vous avez, selon les outils que vous avez, on peut pas mettre un fichier de 500 pages et puis vous attendre qu'il vous fasse un résumé qui est tout qualitatif, hein. Si vous mettez un immense fichier, selon le contenu du fichier avec 500 pages, puis s'il y a des diagrammes, puis un peu des articles de loi, etc., mais vous êtes sûr qu'il va vous faire un résumé sur 200-300 pages, puis il y a 200 pages qu'il n'a pas pu voir, quoi. Donc, soyez prudent avec ce genre de choses. Il y a quand même des limites à maîtriser quand vous attachez des fichiers, des choses comme ça. Ensuite, bon, je pense que vous avez déjà vu, mais j'avais prévu de vous montrer qu'on peut faire des recherches sur le web. Donc là, c'est bien parce que ils ont rajouté ça depuis que ben, les gens ils faisaient pas mal de recherches sur le web. À la base, c'était pas prévu pour faire des recherches sur le web, l'IA. Et comme tout le monde faisait des recherches, puis qu'ils étaient pas contents parce qu'il y avait des mensonges ou des hallucinations, parce que, ben, comme je vous ai montré, la date de connaissance était peut-être ancienne, eh ben, ils ont rajouté cette fonction web, puis là, on est sur le web, et puis ben, là, on peut dire, par exemple, je pars à Barcelone le week-end du 12 au 14 juin. Est-ce que tu peux me dire quelles manifestations culturelles, sportives et autres il y aurait à faire pendant ce week-end-là? Donc, je vous montre un peu, hein, pour ceux qui ont pas trop l'habitude, mais on peut attacher des fichiers, on peut faire des photos sur le téléphone, on peut ici faire des prises d'écran, copier-coller des textes, on peut, avec le micro ici à droite, lui parler. Donc, ça a assez, ah bah tiens, je savais même pas qu'il y avait le Grand Prix de Formule 1, cette date-là, c'est du hasard. Vous voyez, il vous parle un petit peu de ce qui se passe, qu'on peut faire, qu'il y a des concerts, etc. On peut aussi demander les vols, les chambres d'hôtel qui sont libres, etc. Donc c'est quand même un Google amélioré où on peut aller faire plusieurs recherches en un coup, beaucoup plus rapidement. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est que quand on travaille au niveau professionnel, euh, si vous avez des licences, vous pouvez commencer à faire des assistants. Et puis les assistants, c'est quand même très pratique. Alors ici, bon, ça, c'est une plateforme que nous, on a créée où il y a 112 assistants dessus qu'on propose à nos clients. Et là, j'en ai sélectionné trois. Si vous voyez ici, par exemple, euh, affiche à 4 portraits, je clique dessus. C'est un assistant que vous mettez des données, puis il y a déjà toute l'instruction, le prompt que je vous ai montré avant à l'intérieur. Et puis, vous n'avez plus qu'à mettre quelques données. Là, je l'ai fait avant pour gagner du temps. J'ai pu mettre ma photo, j'ai mis quelques textes dans le site Internet. Puis, vous voyez, après, quand on génère l'image, ben, il intègre tout de suite la photo, le texte. Il va voir sur la société ici en bas, on va pas que le modifier. Vous voyez, il met le mot mail, tout ça. Donc, les assistants, ça permet de gagner du temps. Euh, Si je prends maintenant ici, on a fait pour une société un assistant où on a paramétré à l'intérieur des informations sur le besoin. Vous voyez ici, vous mettez juste la date. L'assistant, il sait déjà ce qu'il doit faire, donc il a toute cette instruction, tout ce prompt à l'intérieur. Et puis ça, en entreprise, c'est vraiment génial parce qu'on peut faire énormément de choses à ce niveau-là. Ça prend un peu de temps parce qu'il doit un peu réfléchir, mais je pense qu'il y a mon Wi-Fi qu'il faudra ajouter, moi, je regarde, voilà. Donc, vous voyez, là, il fait le planning avec les prénoms. Là, on a mis des prénoms de personnes, donc il n'y a pas mort d'homme au niveau de la protection de données. Et puis là, j'aurais pu mettre, mais Yannick, il est en vacances, puis il m'aurait fait un planning sur Yannick, puis il aurait adapté selon les besoins qu'on a, les tranches horaires, etc., le planning. Donc ça, c'est aussi intéressant. Si je vous montre ici, on a fait aussi pour une entreprise où on a fait ici un assistant où à l'intérieur, il y a le règlement du personnel.
Combien de jours de vacances j'ai le droit à partir de l'âge de 50 ans? La fameuse question qu'on pose tous dès qu'on a 50 ans. Il va chercher dans le règlement de l'entreprise les réponses et puis il donne la réponse. Donc, vous voyez que c'est assez intéressant parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Je vous montre un autre assistant ici. Par exemple, ben là, si vous avez un assistant pour répondre aux emails, vous ouvrez votre assistant ici. Ici, je vais mettre un mail de réclamation, par exemple. C'est un mail de réclamation que j'ai reçu par email. Répondre, désolé, problème avec le fournisseur, livraison garantie dans 15 jours max. Vous voyez ici, peut-être que quelqu'un qui travaille dans du secrétariat aura la réponse rapide, puis qui tape à 10 doigts vite, il n'y aura pas besoin de ça. Si c'est quelqu'un comme moi qui tape pas vite au clavier, puis qui est pas très bon pour formuler des belles phrases, ben, c'est pas plus mal d'avoir des choses comme ça. Évidemment, je vais le relire, mais en général, le contenu, vous voyez, il est assez intéressant. Je voulais vous montrer maintenant aussi autre chose que ChatGPT. Donc Excel, par exemple, ici, vous voyez, Excel avec la licence Copilote. Donc, souvent, les gens, ce qu'ils ont, c'est Microsoft Copilot comme ça. Et puis là, je suis sur le web. Et puis, quand vous êtes là, vous voyez en haut, il y a Travail ou Web. Si vous n'avez pas ces logos là-haut, c'est que vous n'avez pas la licence. Et puis, quand vous allez dans les outils Office, ici en bas, j'ai le logo comme ça. Puis là, ça veut dire que maintenant, moi, je peux lui demander de faire des tâches sur mon fichier, dans mon fichier. Et là, je vais vous montrer un exemple. Ici, je vais demander de me faire des statistiques sur ce tableau. Et puis, ben, il va rajouter des tableaux, des statistiques tout seul. On peut faire rajouter des colonnes, on peut faire construire un tableau en expliquant ce qu'on veut, et puis après, il nous crée le tableau. On peut faire plein de choses. Donc, on travaille directement dans le fichier. Et là, c'est intéressant, selon vos métiers, de dire, tiens, franchement, Microsoft Copilot, il s'est amélioré ces derniers temps. Pour l'application Excel, il est vraiment, c'est là qu'il est très performant. Pour le Outlook, il propose des réponses de mails, ça commence à venir pas mal. L'Outlook, franchement, l'avantage qui est bien, c'est pour structurer vos emails, pour vous dire, pour poser des questions, recherche-moi tous les emails qui parlent de ce sujet, pour tout ce qui est organisation, c'est intéressant. Pour PowerPoint, il fait des PowerPoint, il crée des PowerPoint, mais ça reste généraliste. Par contre, c'est bien pour traduire des PowerPoint. Ici, pour un peu du temps, je vais venir dessus après. Comme ça, je peux quand même continuer à vous montrer des autres choses. Euh, je voulais vous montrer aussi quelque chose d'intéressant. Il y a des outils plus spécifiques qui sont vraiment focus sur des choses. Et puis moi, j'aime bien vous montrer celle-là. En formation, j'aime bien montrer celle-là. Napkin, c'est une IA. Donc là, c'est la version gratuite que je vais vous montrer. Donc, il n'y a même pas besoin d'avoir une version payante. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc ça, c'est un processus de onboarding tout simple comme ça. Puis souvent, ben, quand on va en entreprise, on voit plein de textes, plein de procédures, plein de choses comme ça. Puis c'est pas très digeste. Les gens ne lisent pas du tout ou n'appliquent pas les procédures parce que si personne ne lit ces gros pavés de texte. Puis ici, avec Napkin, vous pouvez juste mettre votre texte comme ça. Vous cliquez ici. Puis vous voyez, là, on voit les petits points bleus qui travaillent. Et puis, il vous fait des visuels assez sympas. Vous pouvez après ici aller choisir. Il y a énormément de dessins à choix. Vous pouvez aller choisir ce qui vous plaît. Voyez ici, et tout ça, des choses comme ça. C'est vraiment top, quoi. Selon ce que vous faites en texte, vous pouvez très vite euh, faire des choses sympas. Vous voyez, comme ça, comme ça. Si vous manquez ça, ben, c'est peut-être plus sympa que du texte, vous voyez. Bon, évidemment, quand on a une version gratuite, ben, si vous en faites 40 par jour, vous allez être limité. Mais avec une version gratuite, pour en faire de temps en temps, on peut déjà faire beaucoup de choses très très bien comme ça. Je vais voir dans mon Excel. Voilà, vous voyez, il a créé ici les tableaux de statistiques. J'avais demandé de montrer l'impact sur la santé parce que c'est un tableau de coût d'assurance.
S'il y a des fumeurs, non-fumeurs, qu'on puisse voir un petit peu les, les non-fumeurs, les impacts, tout ça, les coûts des fumeurs, etc. Un petit peu des statistiques par rapport au tranche d'âge. Donc, vous voyez, il a fait ça tout seul. Évidemment, il faut toujours un petit peu contrôler, mais normalement, ça tient assez la route. Pour finir, je voulais quand même vous montrer encore une chose intéressante. C'est un de mes assistants ici qui est là pour me donner du contenu pour un PowerPoint. Qu'est-ce que je vais demander comme... Ah ben voilà, je vais demander. Le sujet, c'est Job Watch à Yverdon. Euh, 6 slides, puis pour tout public. Donc, présentation de Job Watch à Yverdon, 6 slides, tout public. Donc, ça, c'est je sais que l'assistant, je dois lui donner ce genre de choses pour qu'il me donne du contenu. À Yverdon, je sais pas il a compris ou quoi, mais présentation rapide, difficulté de la rectification. Est-ce que Job Watch, présentation, voilà. L'idée, c'est de prendre du contenu, c'est pas forcément de contrôler ce qu'il a dit. Juste mettre dedans. Voilà. Donc là, je contrôle pas vraiment le contenu, mais je devrais, si évidemment j'en ai besoin. Le but, c'est juste de vous montrer un outil qui s'appelle Gamma, où vous pouvez générer des visuels autant des rapports que des PowerPoints, tout simplement en introduction, en introduisant un fichier, ou ici, par exemple, copier-coller des données comme ça. Alors attention, ça reste américain, donc toujours faire attention aux données qu'on met à l'intérieur. Ici, je vais juste mettre conserver. L'idée, c'est de vous montrer un peu le potentiel. Ensuite, ici, je peux choisir un visuel. Ici, le watch, c'est quoi? C'est gris, qui rouge, un peu, si je me souviens bien. Donc, ok, ça, c'est bien. Ça pète un peu. Valérie, tu me diras si c'est bien ou pas les couleurs. Je te dirai. On va voir ça. Alors Alors, là, c'est aussi des versions gratuites qu'on peut utiliser assez facilement. Après, vous êtes limité, évidemment, encore une fois, par chaque fois que vous générez, ben, ça prend des tokens, hein, ces fameux crédits en IA. Mais on peut déjà faire pas mal de choses avec les versions gratuites pour tester, etc. Pendant que ça génère, je vous rends attentif à une chose. Quand vous faites des abonnements, soyez attentif. Quand vous faites des abonnements, vous dites, tiens, je vais essayer un abonnement à 20 francs pendant un mois, ça peut être intéressant de tester. Faites attention à bien mettre mensuel et pas annuel, parce que souvent, moi, j'ai des gens en formation qui se sont fait avoir. Ils ont voulu faire un abonnement mensuel pour tester, puis ben, ils ont mis annuel. Souvent, par défaut, c'est annuel. Et puis, ben, vous faites avoir, et puis vous allez devoir payer pendant une année l'abonnement. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'ils ont tous comment, des renouvellements automatiques. Puis ça, ben, moi, quand je fais un test d'un mois, je fais un abonnement mensuel, puis je vais toujours désactiver le renouvellement automatique. Comme ça, c'est pas de mauvaise surprise. Vous voyez, ici, je pourrais lui dire, mais fais-moi une photo de la liste. Puis il va changer la photo. Vous voyez, à droite, il est en train de travailler, etc. On peut lui faire travailler des choses. Puis vous voyez, c'est quand même assez sympa que selon ce que vous faites, ben, des fois, la structure, elle est bien. Après, vous pouvez l'exporter dans PowerPoint, pas les mettre vos propres photos, etc. Mais vous voyez, l'image, la mise en page, elle est quand même assez sympa. Je pourrais vous en montrer jusqu'à demain matin, mais c'est peut-être pas trop l'idée. J'ai essayé de faire assez large. Surtout que vous posez bien les questions. Moi, je dirais en conclusion, si vous travaillez dans le travail, allez-y avec cette fameuse, euh, un peu cette feuille où vous écrivouillez sur une feuille un peu ces 3 colonnes. Qu'est-ce que j'aime pas faire? Qu'est-ce qui me prend du temps? Qu'est-ce que je fais souvent? Les assistants, c'est bien sûr sur la troisième colonne qu'on l'écrit, parce que quand c'est quelque chose qu'on fait souvent, ben c'est génial alors des assistants, puis vous appelez vos assistants, puis etc. Vous le faites.
Les assistants, c'est vite formé, hein. En faisant une formation un petit peu où on parle de sujets, vous allez très vite pour les faire vous-même. Euh, et puis, ben, la confidentialité de données, moi, je dirais, prenez l'habitude d'anonymiser, sauf si on vous a dit au travail que vous pouvez ne pas anonymiser, mais même, soyez prudent parce que si c'est du copilote sans licence, copilote, encore une fois, souvent, on vous dit qu'il n'y a pas besoin d'anonymiser, puis il faut, quoi. Donc, soyez prudent avec ça. Et puis il n'y a plus qu'à. Puis moi, j'ai envie de dire, c'est une technologie que tout le monde va utiliser à l'image de la calculatrice quand elle arrive, on dira, on va plus savoir calculer, ben, tout le monde l'utilisait. Après, les ordinateurs sont arrivés, on a dit, oh, on va plus savoir écrire à la main. Aujourd'hui, tout le monde utilise un ordinateur. Après, il y a les fameux téléphones. Moi, j'avais mon Nokia avec mon serpent, là, que j'aimais bien. Et puis, ben, quand il y a l'iPhone qui arrive, on a dit, voilà, c'est quoi ce truc? On va pas utiliser tout ça, ça coûte trop cher. Puis finalement, ben, aujourd'hui, tout le monde utilise quand même un iPhone. Et puis voilà. Donc, c'est quelque chose que tout le monde va utiliser dans les années qui viennent, dans son quotidien. Et puis, il faut juste pas avoir peur, un petit peu faire attention à ses limites, quand même être un peu critique de pas avoir une confiance aveugle. Et puis, chacun va prendre le train à son rythme. Ce qui compte, c'est de prendre le train, quoi. Je Voilà. pense, Ce sera ma conclusion. je pense qu'effectivement, c'est important de comprendre ces outils. Là, on était sur un tout premier webinaire sur l'IA. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin dans des procédés industriels, etc. Donc, ça peut aller très loin. Là, on est sur un usage, sur un premier usage. Moi, je te propose, Yann, qu'on passe aux questions. Oui. Donc on en a déjà quelques-unes. Je les prends pas dans l'ordre, je les prends, mais on va essayer de tous répondre. Par exemple, Vincent, bonjour. Quand on parle d'agent ou assistant pour automatiser des tâches répétitives et fastidieuses, comment crée-t-on ces agents et est-ce à la portée d'un utilisateur lambda quelle IA utiliser pour cela? Alors, c'est la question elle est bien parce qu'il y a une grosse confusion autour de ça. Parce que ces IA, grec, par exemple, si vous prenez ChatGPT copilote, ChatGPT va parler de GPT personnalisé pour des assistants. Et puis, Microsoft va parler d'agent IA. Et puis, en fait, c'est des problèmes de traduction parce que un agent IA, processus d'automatisation où on prend le processus, puis on peut dire, par exemple, je vais prendre un exemple, vous recevez des CV pour une postulation. L'agent, il va filtrer automatiquement si il faut- l'agent, il va automatiquement filtrer si le candidat est sélectionné ou pas. Il va mettre automatiquement la sélection dans un fichier Excel. Et puis après, il va automatiquement envoyer un rendez-vous aux participants s'il est sélectionné ou une réponse négative, etc. Et puis après, on peut faire plein de choses comme ça qui sont fermées. Ça, c'est des agents IA. Pour répondre à la question, c'est à la portée de tout le monde aujourd'hui grâce à l'IA et grâce à des outils comme N8N ou Make ou Zapier de plus en plus, mais il faut quand même faire attention puis maîtriser ce qu'on fait un petit peu. Il faut quand même se former un petit peu. Avec des tutos sur YouTube, ça fait, mais c'est quand même toujours un petit peu mieux de se former un peu plus carré parce que vous allez bidouiller avec des tutos sur YouTube. Si vous faites une vraie formation sur le sujet, vous allez vraiment plus maîtriser le sujet. Et puis pourquoi je dis c'est des confusions? Parce que les assistants IA, c'est pas une automatisation d'un processus, vous avez vu, c'est des instructions, les fameux prompts, au lieu de chaque fois lui donner tous les jours, on peut les mettre comme en mémoire quelque part. C'est comme si votre stagiaire, votre assistant, il est déjà formé, puis il sait ce qu'il doit faire à l'avance, puis il n'y a pas besoin de chaque fois lui donner l'instruction. Et Microsoft, ils appellent ça des agents IA. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu une confusion autour de ça. J'espère que j'ai répondu un petit peu à la. Ouais, ça sera compliqué de tout répondre, mais il y a aussi des questions autour évidemment, de la confidentialité. J'en ai deux, hein, je vais Oui. prendre deux questions ensemble. Henri nous dit comment définir la limite entre les données que les collaborateurs peuvent introduire dans l'IA et celles qui sont sensibles. Est-ce qu'il y a moyen de créer une copie locale d'une IA qui est coupée d'Internet dans laquelle on puisse introduire n'importe quelle information? Et enfin, la question de Benoît,
afin de cadrer les utilisations de l'IA par des collaborateurs, comment établir des règles et comment vérifier? Il y a plusieurs sujets différents. Il faudra Ouais, peut-être que tu me répètes un petit peu pas de les trucs. souci. Alors, on va commencer par La Henri. Oui, première, c'est c'est un peu global les sur la données. problème Ouais. de Alors, sécurité. Donc, comment, je te ben, relis la première question, comment définir la limite entre les données que les collaborateurs peuvent introduire dans l'IA et celles qui sont trop sensibles? ouais. Pour faire simple, il y a trois catégories de données. La première catégorie, c'est tout ce qui est public, on va dire, qui est destiné style à marketing, qui est public, qui est sur des sites Internet. Ça, il n'y a pas de souci, on peut faire ce qu'on veut avec ces données-là. Après, le deuxième niveau, c'est tout ce qui est interne. Par exemple, des emails, quand on reçoit des CV, des choses comme ça, c'est le niveau 2. Et le niveau 3, on est vraiment devenu très sensible. C'est tout ce qui est fichier de salaire, les fichiers de salaire des employés, des contrats d'engagement avec des partenaires ou de clients, etc. Là, on est au niveau 3. Et puis après, selon les outils que vous utilisez, selon la gouvernance que vous avez mis, selon... Parce que les gens, ils pensent qu'en mettant une charte, ça suffit. Non, il y a toute une gouvernance à mettre autour qui est assez complexe. On sera jamais 100% souverain, mais plus on met plein de petites actions autour, ça peut être des règles, une charte interne, des solutions limitées ou pas. Maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des gens qui interdisent ChatGPT puis qui obligent copilote. Mais encore une fois, sans la licence, ben, il n'y a pas la gouvernance qu'il faut autour. Mais vous n'allez pas pouvoir être derrière une personne toute la journée parce que si ce qui se passe souvent ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas la licence puis l'intérêt d'avoir copilote dans les outils Office, eh ben, ils utilisent ChatGPT sur leur téléphone. Et Ouais. puis, ben, ça, vous pouvez pas être derrière. Donc, faut mettre en place parce que si l'entreprise met rien en place, c'est elle qui est responsable. Si l'entreprise a mis une gouvernance en place, puis l'employé ne respecte pas ça, ben, c'est la responsabilité de l'employé s'il y a un souci après. Donc, c'est important de mettre en place, puis vous n'allez pas pouvoir faire du 100%, mais c'est déjà bien comme ça. Après, il y avait une question, est-ce qu'on peut mettre une IA en local Mhm. sur serveur, etc. Faut s'imaginer qu'en data center, hein, qu'en surface d'ordinateur avec des données à l'intérieur, ChatGPT, c'est à peu près 2500 terrains de foot à surface. Donc, oui, on peut le faire, mais vous n'allez pas avoir un outil autant puissant que ChatGPT. En Suisse, il y a Infomaniac, il y a plusieurs solutions. Il y a les PFL, tout ça, Apertus. Il y a Infomaniac qui a pris des IA chinoises et françaises, mais qui les ont copiées en Suisse. Leur stratégie, elle est intéressante. Donc ils travaillent avec ces outils, ces LLM, ces bibliothèques-là pour RIA, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit, bah, tiens, nous, on va prendre le problème à l'envers. On n'a pas 2500 terrains de foot pour mettre des données. Donc, nous, ce qu'on veut faire, bah, on va prendre la capacité qu'on a pour mettre des données et puis on va cibler les tâches que les gens font le plus souvent, comme de la rédaction de contenu, comme de l'analyse de fichiers, comme de la recherche et de la traduction aussi. Et puis, ce qu'ils ont fait, ils ont pris des bibliothèques qui sont très fortes dans ces domaines-là, puis ils ont mis ça sur leur data center. Et puis, c'est bien parce que ça fait déjà bien le job pour pas mal de choses. Maintenant, il faut savoir que si vous voulez le faire chez vous en local, puis vraiment couper d'Internet, c'est faisable. Mais il faut voir la bibliothèque, sa taille, il faudra adapter la taille ou alors adapter votre hardware, votre serveur ordinateur, puis ça, ben, ça coûte très très cher. La meilleure solution des gens qui veulent un peu vraiment être sûrs en confidentialité de données, c'est d'utiliser des outils, comme je disais chez Infomaniac ou quoi, qui sont sur des serveurs qui font un rapport DPA, ça veut dire qu'ils disent qu'ils n'utilisent pas les données pour améliorer l'outil, etc. Où là, on a quand même assez de sécurité. Nous, par rapport à la plateforme que j'ai montré avant avec nos assistants, on a développé aussi une option où on travaille avec des outils suisses. Donc, ça plaît aux gens parce qu'il y a plus cette dépendance avec les États-Unis. L'impact de l'environnement, c'est aussi très intéressant. Mais évidemment, ben, ça n'a pas la puissance d'un outil comme ChatGPT, quoi, ça c'est sûr. Il y avait une troisième question qui était, C'était comment établir des règles et comment vérifier, justement, bah, pour que alors, les... ouais, vérifier, c'est très compliqué, mais Hmm. c'est comme je disais, il faut mettre les règles en place. Soyez attentif de ne pas juste dire je mets copilote puis une charte, c'est ce qu'on voit tout le temps, puis ça c'est l'erreur parce que ben non, il y a quand même tout plein de points autour.
qu'on peut additionner, etc., pour donner un peu plus de garantie. Et puis je pense qu'à un niveau de managérial, il faudrait introduire ça de manière, pas mettre des règles strictes et puis pas les expliquer évidemment, d'expliquer aux collaborateurs pourquoi on le fait, pourquoi c'est dangereux de partager certaines données sensibles. Les données sensibles, si on peut les résumer, c'est évidemment les emails, les dates de naissance, ça peut être les fiches de paie, tout ce qui est administratif en fait. Même vous, quand vous êtes en privé, de mettre vos bilans médicaux par exemple, ou des choses comme ça pour les analyser sur une intelligence artificielle, c'est très bien. Mais anonymiser-les, caviarder tout, ça sera toujours mieux que de laisser partir ces données à volo. On sait qu'on déjà depuis 20 ans, on lâche des données à Google, à tout le monde. Donc là, on a un peu plus de recul et il faut gentiment un peu faire attention à ça. Et surtout en entreprise, parce que comme tu le dis, Yann, l'entreprise est aussi garante de certaines données qu'elle a. Elle doit faire attention à ça parce qu'un jour, elle peut avoir très certainement de gros problèmes. Moi, Je j'ai une... rebondis juste sur ce que tu disais, Oui, parce que on dit souvent anonymiser les noms, prénoms, mais ça va plus loin. C'est numéro de téléphone, bien email, sûr. c'est aussi tout ce qui est numéro AVS, parce que l'IA, en fait, elle accentue aussi les problèmes. Ça veut dire que s'il n'y a pas les accès qui sont bien configurés, tout ça dans votre société, ça peut très vite. Que les gens, selon comment vous Mm. configurez, qu'est-ce que vous installez, ben, vont pouvoir découvrir plein de choses. Donc, faut être vraiment prudent avec ça. Donc, moi, je dis toujours anonymiser tout, comme ça, vous êtes sûr. Sauf Prenez le pli. qui a mis en place une gouvernance, puis qui a des outils qu'il faut pour. Ouais, prenez le pli. Parce que c'est vraiment quelque chose qui fait un peu peur aussi parce que vous le faites d'anonymiser, mais vous savez pas ce que les autres font de vos propres données. Donc, voilà. Là, pour rebondir par rapport à ce que tu disais, parce que le contrôle, on peut pas vraiment toujours faire sauf si Mm. on met Microsoft Copilot licence, puis les audits derrière, mais de plus en plus d'interdire, c'est pas la bonne solution non plus. Moi, je dis toujours, je vois des entreprises qui interdisent. Le mieux, c'est de faire des séances de démystification, ce qu'on fait de plus en plus, où ben là, on peut mettre 60 personnes en face de nous, on fait une conférence de 2 heures, puis on explique ce que c'est l'IA, puis les risques, puis les limites, puis faites attention aux hallucinations, des choses comme ça. Puis les gens, ils comprennent déjà un peu mieux le truc, puis ils sont plus sensibilisés. C'est plus intelligent de sensibiliser les utilisateurs, les employés, plutôt que d'interdire, parce que d'interdire, Totalement. on le voit pas à l'écran, mais je le vois. Mon téléphone, et puis hop, puis je fais mon truc, et Ouais, puis je fais ce que effectivement. je veux, donc Les compliqué. gens vont contourner. S'ils comprennent pas, ils contourneront l'interdiction. C'est compliqué, c'est que l'IA est entrée par le bas, et puis elle est Mm. déjà bien là, et puis que quand les patrons ils se réveillent, ben, les mauvaises habitudes sont déjà prises. Et puis maintenant, C'est de ça. dire à quelqu'un qui utilise le ChatGPT ou Gemini depuis 2 ans, ou Claude depuis 2 ans, de dire ouais, non, faut que tu n'utilises plus ça, c'est compliqué. Sauf si on amène quelque chose qui est correspondant, et puis on dit, ah tiens, ça c'est bien parce que vous ne pas anonymiser, je peux mettre mes données dedans d'entreprise. Et puis, Ouais. ben, nous, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui plaît, en fait. Moi, j'avais une question de Clément un peu différente. On a parlé beaucoup de sécurité. J'ai juste la première partie. Donc, nous l'avons vu, beaucoup de professionnels utilisent l'IA pour gagner en productivité. Par exemple, un développeur qui s'appuie sur l'IA pour aller plus vite. Mais comment communiquer là-dessus sans déclencher la méfiance, que ce soit face à un recruteur ou en interne? Il y a encore cette image de recourir à l'IA, c'est de ne pas faire les choses par soi-même. Comment trouver le bon équilibre entre mettre en avant ses vraies compétences et son usage des outils sans se tirer une balle dans le pied? C'est très bien résumé parce que maintenant, quand on fait quelque chose avec l'IA, ben, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, t'as fait avec l'IA. Mm, Puis moi, je leur réponds, ouais, puis alors, c'est quoi le problème? Si je l'utilise intelligemment, oui, pas bêtement, alors, vous voyez, en recrutement, moi, j'ai des RH qui m'ont dit en formation, qui m'ont montré, une fois, il y a une RH, elle a reçu une lettre de motivation, puis c'était écrit Gemini a dit que, après, il y avait la lettre. Une autre RH, elle m'a montré une lettre où à la fin c'était écrit est-ce que vous voulez encore modifier quelque chose? Donc ça, c'est vraiment de l'utilisation un peu naïve. Donc, ouais, mais maintenant, hier, j'étais à une conférence, c'était intéressant parce que c'était des agences de communication qui parlaient un petit peu, puis ils disaient, mais nous, on parle de nos clients en toute transparence,
qu'on utilise l'IA pour aller encore plus loin dans notre créativité, etc. Mais il y a quand même toujours le côté humain. Et je pense que faut pas avoir peur de le dire, faut le dire en toute transparence et que ça va venir naturel. Pour le moment, c'est un peu nouveau, puis les gens ils disent, ah, c'est fait avec de l'IA, ouais, le gars il est con, qu'est-ce qu'il faut avec l'IA? Puis finalement, les gens, à force d'utiliser, puis de l'utiliser comme un co-assistant, puis se dire, ouais, ben, pas mal de choses, ça nous fait aller plus loin, ça nous fait aller plus vite, puis peut-être améliorer notre qualité. Mais à l'inverse, ça peut aussi être pire ou ça nous fait faire des erreurs ou des bêtises. Mais plus ça va aller, plus ça va être dans les mœurs que c'est normal. Et puis quand on va dire on utilise l'IA, ce sera normal. Et puis j'ai bien aimé la dernière phrase qui était Comment trouver le bon équilibre entre mettre pas en avant tirer une ses balle dans le facultés pied. et pas se tirer une Ouais, balle dans c'est le ça. pied? Ouais. Je pense qu'il faut être transparent, puis il faut d'écouter. On utilise l'IA, mais on a quand même les humains derrière. Le but, c'est de nous faire. Et moi, j'ai bien aimé ce qu'il disait hier, parce qu'il dit, vous voyez, si par exemple on fait une vidéo de promotion pour une entreprise, ben, quand on va dans un studio, tout ça, ben, peut-être qu'on veut faire un chameau dans le désert, et puis tout ça, on pourra le faire, tout ça avec de la prod. Mais si d'un coup, on veut faire que le désert il soit bleu, ben, on pourra pas forcément avec de la vidéo. Maintenant, avec l'IA, on pourrait le faire. Donc, il disait, il donnait cet exemple dans l'idée que ils sont encore un peu plus créatifs et ils vont encore un peu plus loin avec l'IA. Puis je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Puis je pense qu'il faut aussi rassurer les gens de dire, écoutez, nous, il y a quand même le côté humain. On parlait d'agents avant. Si vous faites des agents fermés sans contrôle humain, ben, c'est très dangereux. Il y a beaucoup de gens maintenant c'est la mode, qui parlent de cloud working. Ça veut dire que vous branchez Claude sur votre ordinateur, puis vous faites toutes les tâches tout seul, etc. Sans trop vérifier ce qu'il fait. Après, vous voyez que le résultat, ouais, mais vous savez pas trop où il va, tout, etc. Même que Claude a une éthique euh, qui est un peu plus saine que les autres. Faut pas oublier que c'est américain et américain, s'il est l'État, donc Trump, il va aller chercher des données sur une société qui travaille avec des outils américains, il peut le faire. Donc, je simplifie la chose, mais c'est pour ça qu'on dit soyez prudent avec les outils américains, quoi. Ouais, je pense que même finalement, un peu avec tous les outils, on a un peu le même souci. Par exemple, avec TikTok, la Chine. Ben ouais, Chacun a voilà, chacun finalement, tout, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit ces intelligences artificielles, ça peut être des outils qui pourraient se retourner contre les utilisateurs ou les entreprises. Mais mais tu vois, moi, ce qui me fait rire en formation, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, je veux pas mettre les données dans l'IA, tout ça. Puis je dis, mais vous avez un compte TikTok, Instagram, Facebook, oui. Puis je dis, ben voilà, c'est eux qui donnent le plus vos données à tout ce qui est ouais. marketing. Donc, pour le moment, l'IA ne donne pas normalement vos données pour le marketing. Mais vu qu'ils sont tous, ils perdent tous de l'argent, hein, ça coûte des Mm. milliards et tout, ces développements, ces installations. Ben, peut-être qu'un jour, aux États-Unis, ChatGPT a testé de mettre de la publicité sur les comptes gratuits. Mm. Oui, les retours, mais ça doit être chiant. Je Du coup, ils pense. ont créé un abonnement à 8 francs maintenant. Et ouais, bah oui, et puis après, dans les abonnements comme Netflix, on aura le droit de la pub, même si on est abonné. Ouais, ben c'est ça, C'est ça, on y vient, quel hein. besoin. C'est ça. Le but, je pense, c'est de ne pas être naïf, de bien comprendre, de se former. Ça, c'est très, très important de se former et d'éviter de se former, encore une fois, sur TikTok, sur des comptes quelconques. C'est bien pour un petit peu, mais moi, je vous conseille vraiment de vous former avec des professionnels, que ce soit à l'ARIAC, hein. D'ailleurs, dans la newsletter que vous recevrez la semaine prochaine, pardon, avec le replay de cette présentation, on vous remettra les liens des formations à l'ARIAC à propos de l'IA. Ce qui me fait un petit rebond parce qu'on arrive gentiment sur la fin de cette présentation et on n'a plus beaucoup de temps et ni de questions. D'ailleurs, on pourrait en avoir beaucoup encore de questions, mais on va gentiment, gentiment arrêter. Par contre, je vous partage encore mon écran pendant une petite minute. Si vous voulez encore aller plus loin dans l'IA, moi, je vous convie à l'Afterwork Ariac qui aura lieu le 18 juin. Donc à Yverdon-les-Bains, JobWatch, on sera également présent pour parler de l'IA, surtout dans l'horlogerie.
On pourrait en parler aussi dans le recrutement. Benoît Fontaine, qui est le directeur de JobWatch, sera présent, ainsi que moi-même. Voilà, on pourra parler de ces aspects-là. Donc, je vous ai déjà mis dans le chat le lien pour aller vous inscrire. Vous avez le programme, etc. Ça sera super intéressant. Je vous le remettrai évidemment dans l'email qui partira la semaine prochaine avec le replay. Voilà. Juste une chose, Valérie. Oui. Il y a Natalia de chez Ariac qui a mis un lien de sondage sur le webinaire pour savoir les gens ce qu'ils ont pensé. Oui. Pour bien pour nous de savoir si on a bien fait notre travail ou pas, ou surtout comment on peut s'améliorer. Alors, tout à fait. Je vous le remets dans le chat. Vous pouvez, s'il vous plaît, aller y répondre tranquillement. Ça nous aidera toujours. C'est sympa. Et puis, je te propose, Yann, de conclure parce qu'on arrive maintenant à la fin de ce webinaire. Je tenais à te remercier pour cette première webinaire sur l'IA. J'espère que pourquoi pas en faire d'autres pour aller encore plus loin. Je vous remercie à tous. Je remercie l'ARIAC, tout spécifiquement aussi d'avoir organisé avec moi cette présentation. J'espère que vous avez déjà pu comprendre les premiers pas en IA. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires. Restez connectés sur JobWatch. Vous pouvez toujours vous inscrire sur notre plateforme jobwatch.ch, vous abonner à notre LinkedIn, Instagram également. La chaîne YouTube, je vous remettrai tous ces liens-là dans la prochaine newsletter. Voilà. Yann, je te laisse le mot de la fin. Écoute, merci Valérie. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Si vous avez encore des questions, tout ça, n'hésitez pas, je suis toujours disponible. C'est la même photo que j'avais sur le profil, donc vous devez me reconnaître, ça ne change pas tellement. Moi, je dirais pour conclure à l'IA, il faut être curieux, il faut tester un petit peu, il ne faut pas avoir peur, il faut rester avec cet esprit critique, puis il faut faire attention avec tout ce qui est un petit peu données sensibles et tout ça. Si c'est vos données quelque part, comme tu l'as déjà dit, on les met tellement tout partout que moi, je mets mes données dans l'IA, je m'en fiche un petit peu, je les ai sur Facebook, puis donc, mais c'est d'être testé, il faut y aller chacun à son rythme, et puis un petit peu faire des essais. Il y en a beaucoup qui font le premier test et ils font une photo de leur frigo, puis ils disent qu'est-ce que je peux faire à manger avec ce qu'il y a dans le frigo. Ça marche pas Voilà. mal. Ouais, mais c'est bien parce qu'on voit que les gens, ils essaient beaucoup dans le loisir, Mm, déjà, et puis ils ont peur pour le professionnel, ce qui est un bon réflexe. oui, Pour le professionnel, j'ai envie de dire, si vous êtes collaborateur, faut pas avoir peur de parler avec vos chefs, etc., de dire, mais ça t'embête si moi j'utilise, est-ce que toi tu utilises, et puis qu'est-ce que tu en penses en termes des données, qu'est-ce que ça serait pas bien qu'on mette quelque chose en place. Je pense que c'est sain d'en parler. Je sais plus qui, le prénom de la personne qui parlait avant, mais faut pas avoir peur de dire j'utilise l'IA, etc. C'était comme un sujet tabou un petit peu au début, faut pas avoir peur de le dire, maintenant tout le monde le fait. Souvent, quand on pose la question, quand il y a une assemblée, quand il y a du monde, quand je pose la question qu'utilise l'IA, ils se regardent tout son truc, ils savent pas s'ils osent le dire. Faut pas avoir peur de le dire, c'est même ça, moi je trouve, le transparent, puis dire on utilise, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, on n'a pas de règles en place, on met en place des règles, on structure le truc, puis on utilise intelligemment la chose, quoi. Voilà. donc le mot de la Puis, fin, c'est tester, mais intelligemment, en faisant attention à vos données et aussi surtout à celles des autres, finalement, parce que, c'est le on parle ouais, jusqu'à 250 000 francs d'amende hein, si vous mettez des données d'une personne tierce dans l'IA où c'est pas trop gouverné. Donc, soyez prudents à ça, quoi. Après, pour le prouver, c'est encore autre chose, mais j'ai rien dit. bien sûr. Évidemment, faites attention quand même sur cet aspect-là. Et voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes déjà bon appétit pour ceux qu'on n'aurait pas encore mangé. Et on se retrouve bientôt. Bonne journée Merci Yann. Valérie. Merci. Ciao, ciao.